Donc cette vidéo fait suite à l'obtention du modèle, la relation constitutive des plasmas. On va maintenant qu'on a ce modèle de plasma, mais étudier la propagation des ondes dans la matière homogène isotrope, en fait, dans le plasma. Les équations obtenues dans la première partie, ici, nécessitaient effectivement d'obtenir une relation entre ρ, J, E et B. Eh bien, on a obtenu ce modèle dans le cas du plasma. On s'aperçoit que le modèle ρ nul et J, fonction seulement de E, va permettre d'utiliser directement l'équation ici de propagation, l'équation d'onde obtenue. Gradient de ρ va être nul, puisque ρ est nul, et on va pouvoir remplacer des rond J sur des rond T en fonction de E. On obtient donc une équation d'onde ne faisant intervenir que le champ électrique. On peut penser toujours à vérifier le cas du vide. Si on est dans le vide, J est nul, gamma 0 sera nul. On retrouve bien effectivement l'équation du vide. On a un résultat qui est aussi homogène. mu0 epsilon 0 correspond bien à l'inverse d'une vitesse. Le Laplacien étant un champ sur une distance au carré, on a homogénéité de ces deux termes-là, et gamma 0, oméga 0 représente une conductivité fois une pulsation, c'est bien homogène, à une capacité linéique. Pour les ondes planes progressives monochromatiques, on sait que les équations de Maxwell ici donnent des résultats déjà dans deux de ces équations, l'équation de conservation du flux magnétique et l'équation de Maxwell-Faraday, des résultats qui ne dépendent pas de la matière. On peut déjà tabler sur ces deux équations qui nous montrent qu'effectivement la détermination du champ E et du vecteur d'onde permettra de déterminer le champ magnétique. Ensuite, on a l'équation de Maxwell-Gauss qui ici va se simplifier avec une densité volumique de charge nulle et qui va donner, en fait, pour l'onde dans le plasma, une structure équivalente à celle du vide. Ensuite, on aura l'équation de Maxwell-Ampère qui permettra, en utilisant ici l'équation de Maxwell-Faraday en remplaçant B en fonction de E, d'établir la relation de dispersion qui sera le pendant en fait de l'équation de propagation du champ électrique. Donc en utilisant les modèles du plasma, J égale à gamma E en représentation complexe et ρ égale à 0, on obtient effectivement notre relation de dispersion comme indiqué, en remplaçant ici le champ magnétique à l'aide de cette relation. Pour la structure, on l'a dit, on a la même structure que dans le vide. On obtient ici que E et B sont orthogonaux à la direction de propagation. On a bien une onde électromagnétique transversale et la relation B K vectoriel E sur oméga qui fait de K et B un trièdre direct. On va développer ici la relation de dispersion en faisant intervenir effectivement notre gamma égale à gamma 0 oméga 0 sur J oméga. L'idée de cette simplification, c'est de faire intervenir la relation de dispersion du vide, K2 égale à oméga 2 sur C2, donc on va mettre ici oméga 2 sur C2 en facteur d'un terme correctif qui fera effectivement intervenir le plasma. On note bien que si gamma 0 est nul, on retombe sur oméga 2 sur C2. Alors, deux descriptions sont tout à fait acceptables. Ici, on voit qu'on a un terme sans dimension, donc fatalement ici, gamma 0, oméga 0 sur epsilon 0 doit être homogène à une pulsation au carré, on le vérifie. Toujours pareil, en utilisant une conductance linéique et une capacité linéique pour epsilon 0. La relation constitutive du plasma permettait ici d'obtenir gamma 0 oméga 0 qui était égal à n
E carré sur ME. Donc finalement, on peut obtenir l'expression de oméga P en fonction du nombre de particules électroniques par unité de volume et de la masse des électrons, ou bien encore le nombre de moles d'électrons et la masse molaire des électrons, la charge élémentaire et la permittivité diélectrique du vide. On s'aperçoit que oméga P ici est parfaitement déterminé en dehors du nombre de particules libres dans le plasma, donc ça permettra d'avoir des pulsations oméga P variables. Pour la propagation, eh bien, ce qui importe, c'est de savoir si K possède une partie réelle. Ici, on s'aperçoit que K carré est toujours réel. Donc pour que K possède une partie réelle en ayant un carré réel, eh bien, il suffit que K carré ne soit pas négatif. Donc il ne reste plus que K carré positif ici pour la propagation. K carré positif, ça entraîne eh bien, oméga supérieur à oméga P, de manière à ce que ce facteur soit bien positif. Si oméga est plus petit que oméga P, on aura bien un K carré négatif, donc là, K' sera nul. Il n'y a pas de propagation possible dans le plasma, on pourra avoir une onde évanescente sans propagation, pénétrant sur une profondeur égale à 1 sur la norme de K dans le plasma. Si on fait une petite application numérique, la masse des électrons, l'ordre de grandeur, la charge électrique élémentaire est epsilon 0, avec une densité de particules libres entre 10 puissance 4 et 10 puissance 12 par mètre cube, et bien on se retrouve avec une fréquence qui est comprise entre 1 kHz et 10 MHz. En fait, cette application numérique concerne par exemple l'ionosphère terrestre et montre qu'effectivement, eh bien, pour avoir une propagation d'ondes électromagnétiques à travers l'ionosphère terrestre, il faut des fréquences suffisantes en fonction du nombre de particules libres. Si on prend le cas par exemple des grandes ondes avec des fréquences de l'ordre de quelques centaines de kHz, eh bien, on a en général une pulsation qui est plus petite que la pulsation caractéristique du plasma, donc il n'y a pas de propagation possible de ces ondes à travers l'ionosphère. Donc pas de communication possible avec par exemple un satellite. Et en contrepartie, eh bien, éventuellement une réflexion possible de ces ondes sur l'ionosphère, donc la portée d'un émetteur grande onde, grâce à ce phénomène de réflexion, va être supérieure à la portée visuelle, à la portée optique de cet émetteur. Dans le cas où on a propagation, oméga plus grand que oméga P, on peut s'intéresser eh bien, d'un peu plus près au vecteur d'onde. Donc K carré va être positif, on peut définir K égale à K', en fait ici seulement la partie réelle, il n'y a pas d'atténuation lors de cette propagation. Et on peut en particulier calculer la vitesse de phase. Donc la vitesse de phase va être utilisée, eh bien, par exemple, si on veut réaliser des interférences entre les ondes, elle va permettre de déterminer le retard de la phase, donc savoir si deux parties de cette onde qui auraient utilisé des chemins optiques différents se retrouvent en phase ou en opposition de phase. Donc le terme de phase, c'est oméga t moins K', c'est-à-dire ici oméga t moins Kx, puisqu'il n'a pas de partie imaginaire. Et la vitesse de phase, ici, va être égale à oméga sur K'. Donc ici oméga sur K, on peut la calculer facilement ici. On s'aperçoit qu'elle va être égale à C sur racine de 1 moins OP carré sur oméga carré. En particulier, le dénominateur étant plus petit que 1, la vitesse de phase est supérieure à la célérité de la lumière. C'est quelque chose qui n'est pas particulièrement gênant. La vitesse de phase ne représente pas la vitesse de déplacement d'une quelconque énergie, énergie de masse ou autre. Donc pour que le signal électromagnétique arrive au détecteur, il faudra de toute façon attendre que l'énergie arrive aussi. Donc même si la phase arrive plus vite que la célérité de la lumière, eh bien de toute façon ça n'entraînera pas de détection de cette onde électromagnétique. On peut définir l'indice optique. La vitesse de phase c'est C sur N'.
Donc on a ici un indice optique plus petit que 1 pour le plasma. Pour les matières ordinaires utilisées en optique géométrique, une matière transparente comme le verre, les indices sont plus grands que 1. Donc on aura en particulier ici une petite différence au niveau des calculs des schémas optiques. N seconde étant nul, puisqu'il est associé à k secondes, on a effectivement à nouveau pas d'atténuation. On s'aperçoit qu'on peut décrire la propagation de l'onde par le vecteur d'onde, mais on peut aussi la décrire par l'indice du milieu. C'est deux représentations équivalentes. Alors, on va étudier aussi maintenant la vitesse d'un paquet d'ondes. C'est-à-dire que l'onde plane progressive monochromatique est juste un modèle limite des ondes électromagnétiques, puisqu'elle contient en fait une énergie qui n'est pas finie. Donc pour constituer une onde susceptible de se rapprocher des ondes mesurables, eh bien, il faut utiliser un paquet d'ondes. Alors on va prendre un paquet d'ondes quasi sinusoïdal, à savoir un paquet d'ondes dont le spectre eh bien, sera nul, sauf autour d'une pulsation oméga 0, avec une largeur delta oméga. Ceci va nous permettre de calculer eh bien, le vecteur d'onde pour une pulsation oméga en fonction du vecteur d'onde pour une pulsation oméga 0 en faisant un développement au premier ordre. On considère que les termes supplémentaires ont des influences négligeables. On peut aussi tout à fait, comme pour la période des petites oscillations d'un pendule, eh bien, se focaliser simplement sur le premier terme du développement limité et lui donner une définition bien précise. Si je m'intéresse à un paquet d'ondes, le champ électrique du paquet d'ondes sera la somme des champs électriques pour chaque pulsation. Donc on va faire intervenir ici eh bien, une amplitude pour chaque pulsation qui est indépendante de la pulsation, E0 sur delta oméga. Et on va faire la somme, ici, de toutes les composantes monochromatiques pour obtenir le champ électrique total. En utilisant ici soit le développement limité, soit en se focalisant effectivement sur le premier terme du développement, eh bien oméga sera égal à oméga 0 plus 1 d oméga. K sera égal à K oméga 0 plus 1 dk, qui sera égal à dk sur d oméga d oméga. Et donc ici, on va pouvoir faire ici une mise en facteur d'un terme de phase, exponentielle j oméga 0t moins k de oméga 0x, qui correspond en fait ici au déplacement de la phase de l'onde plane progressive monochromatique de pulsation oméga 0, et un terme complémentaire qui va moduler en fait l'amplitude de cette onde monochromatique. Elle va représenter effectivement ici un terme correspondant là aussi à une propagation, donc cette modulante, ce paquet, va se déplacer à la vitesse eh bien, d oméga sur dk. En utilisant la relation de dispersion des plasmas et en la dérivant par rapport à k, la dérivée de k carré va donner 2k, la dérivée du terme constant va donner 0, et la dérivée de oméga carré par rapport à k va donner 2 oméga d oméga sur dk avec le facteur 1 sur c carré. On s'aperçoit que pour le plasma, le produit vitesse de phase, vitesse de groupe est égal à c carré. D'où on peut en déduire la vitesse de groupe, on peut aussi l'obtenir par un calcul direct. Cette fois-ci, elle est plus petite que la célérité de la lumière. Elle représente en fait le déplacement de l'énergie du paquet d'ondes, donc qui va mettre une durée supérieure à la distance à parcourir sur C pour arriver au détecteur. On peut représenter ici la relation de dispersion oméga en fonction de K ou en fonction de CK. On obtient ici une valeur quand K est nul pour oméga égale à oméga P. Quand K tend vers l'infini, on obtient ici une asymptote oméga égale à CK. Donc ici, sur la représentation, c'est la première bisectrice. Et on peut tracer la fonction oméga de CK. La vitesse de phase correspond à oméga sur K, c'est donc eh bien, le rayon vecteur reliant l'origine au point sur la courbe qui va représenter cette vitesse de phase. On s'aperçoit effectivement ici que cette vitesse de phase, qui représente en fait la pente ici, va être plus grande que la pente de la première bisectrice, qui correspond en fait à une vitesse égale à c. On obtient Vφ supérieur à c. On peut représenter de la même manière la vitesse de groupe. Cette fois-ci, ce sera la tangente à la courbe.
eh bien on s'aperçoit qu'effectivement, la tangente à la courbe sera toujours de pente inférieure à AC, de pente ici inférieure à 1 en grandeur réduite.